on va reprendre. Je vous invite à tous revenir à vos places, s'il vous plaît. Alors le programme à venir, comme je disais, on va parler de biodiversité, de mobilité. Je vous invite gentiment à reprendre place. Alors on va reprendre. Merci à toutes et tous de vous rasseoir, de rejoindre vos places. C'est la partie un peu ingrate de l'animation de l'événement. Ça va ? Bon, alors, on ne va pas trahir les secrets de fabrication de ces événements, mais il y a souvent une discipline pour laquelle c'est plus prospectif le sujet, et peut-être que sur la biodiversité, c'est le cas. On avait envie de déjà donner un peu quelques éléments de contexte avec une présentation de Vinci Autoroute et Vinci Construction. Donc, il y a Cédric Hurtebise, qui est responsable de l'expertise environnementale à la direction technique de Vinci Autoroute, et Sofiane Hadji, qui doit être par là, qui est directeur scientifique de Six Sense Engineering. Oui, alors Maxime, je l'excuserai, Sofiane a eu un petit souci de santé là, donc il a été pris en charge juste par donc il ne pourra pas malheureusement faire sa présentation. Alors je vais essayer d'en parler au mieux, vous m'excuserez d'avance pour mes... C'est les soucis du direct. Voilà. Écoute, on souhaite un prompt rétablissement à Sofiane. Et donc, on appelle également Patrick Stella, qui a préparé sa présentation avec Erwan Persson, sur les perspectives de recherche donc de l'intelligence artificielle appliquée au domaine d'AgroParisTech, qui est le domaine de la biodiversité. Donc, Cédric, oui, c'est à toi. Donc, bonjour à tous, je suis Cédric Hurtebise, je travaille chez Vinci Autoroute à la direction technique de l'infrastructure où j'ai en charge l'expertise environnementale. Donc on travaille sur différents sujets environnement, les milieux naturels, les sujets de décarbonation, de bruit, de polluants atmosphériques, et aussi un sujet important qui est le sujet de l'adaptation au changement climatique de ces infrastructures linéaires. Ce sera un peu le sujet de ma présentation. Et je suis ravi d'être avec vous pour parler un petit peu de ces échanges entre
finalement besoins de terrain, nous gestionnaires, nous utilisateurs, nos besoins, nos contraintes, et puis le monde de la recherche pour pouvoir progresser. Je vais vous parler de... Voilà, donc j'excuse à nouveau, je prie d'excuser Sofiane Hadji, qui est donc le directeur scientifique de Six Sense Engineering, et qui avait prévu dans sa présentation de vous parler un petit peu du couplage d'algorithmes de modélisation hydraulique avec des algorithmes d'entraînement basés sur la physique, et puis de projets sur lesquels on a pu travailler ensemble, et puis ensuite un projet en cours. Je vais essayer de pallier donc, et de vous donner quelques informations sur ces sujets-là. Très rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, vous le voyez sur ces photos, lorsqu'on parle d'infrastructures linéaires, lorsqu'on parle d'adaptation au changement climatique, on va parler d'aléas. Il en existe plusieurs. Et parmi ces aléas, on a celui de la crue inondation, donc à la fois le ruissellement, les débordements de cours d'eau, qui est un aléa prégnant, je vais y revenir, et qui est un aléa qui vient défier la conception originelle des infrastructures de transport. Pourquoi ? Parce que ces infrastructures de transport ont été construites, on va parler des autoroutes, on a une grande partie du réseau qui est assez ancien, construit et conçu dans les années 50, 60, 70, avec des règles très strictes, cahier des charges très stricts. Elles ont été construites conformément aux règles de l'époque, et notamment à la pluviométrie, aux connaissances hydrauliques de l'époque, qui ne sont pas celles que l'on peut commencer à rencontrer et celles que l'on prédit demain lorsqu'on parle notamment de trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique, la fameuse TRAC. La crue inondation est prégnante, vous le voyez sur des photos. Alors je vous ai illustré quelques événements. Je reviendrai sur des événements comme celui de l'A8, un événement récent qui malheureusement a eu gros dégâts, y compris et tout d'abord humains, puisqu'il y a eu 3 victimes. Ce sont des cellules de pluie particulièrement intenses que l'on connaît bien sur le milieu méditerranéen. Et les modèles, quand on parle des modèles, on parle des modèles DRIAS, des modèles régionalisés, qui tendent à montrer qu'on tend vers des phénomènes de plus en plus intenses, c'est-à-dire des pluies avec des pics infrahoraires très marqués à l'origine de ces phénomènes de ruissellement et de débordement flash, et donc de force érosive. Alors cet exemple sur l'A8, donc dans le département du Var, il est proche des records. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que 7 mois avant, sur ce même secteur, on avait déjà eu un épisode qui, lui, avait dépassé un record. Pour donner un ordre d'idée, attention, je vais parler d'intensité flash, c'est-à-dire mesuré au temps T, on est sur du 260 mm/h, équivalent du 260 mm/h. Donc heureusement, ça ne tombe pas très longtemps, mais ce sont des intensités, ce sont des rideaux d'eau qui tombent, des phénomènes très marqués. On a ça sur le territoire, on a des évolutions, des zones comme le milieu méditerranéen, qui sont des zones qui reçoivent beaucoup de cumuls et qui tendent vers continuer à avoir des pics horaires plus marqués. Puis on a aussi d'autres territoires moins arrosés, en cumul, mais qui vont connaître une évolution quand même, des augmentations assez notables, et donc qui peuvent venir là aussi défier la conception originelle. Je vous parlerai notamment du département de l'Eure-et-Loir sur Chartres, l'autoroute A11, qui à 1 an d'intervalle a connu aussi 2 événements exceptionnels. Donc c'est pour ça que cet aléa crue inondation nous intéresse. Et puis l'importance du réseau autoroutier, vous le comprendrez, sur l'autoroute, on accueille un très fort trafic, véhicules légers, poids lourds, donc une importance très forte pour la mobilité des personnes, pour la mobilité des marchandises, pour la sécurité. On oublie aussi, mais vous avez un certain nombre d'itinéraires sur l'autoroute qui sont inscrits dans les itinéraires des plans de sécurité Orsec, parce que c'est la seule infrastructure qui permet d'acheminer en masse des moyens de secours en cas d'événement. Je vous ai mis une petite image aussi sur la 8, sur le 83, parce que ces phénomènes d'aggravation des aléas climatiques se combinent avec l'évolution de l'occupation du sol comme facteur aggravant. Ce qui fait qu'on peut retenir que sur certains secteurs du réseau, un ouvrage hydraulique dimensionné au Q100 pour écouler un débit centenal dans les années 60 ou 70 peut représenter, ce Q100 des années 60 ou 70 représente aujourd'hui que le Q50. Donc ça illustre un petit peu ce besoin.
Donc là, c'est une illustration d'une modélisation flash, je vais y revenir, sur laquelle nous avons travaillé avec, en parallèle, je vous ai mis, on est sur A7, une illustration d'une submersion de chaussée qui a provoqué une dégradation partielle, puisqu'il y a quand même une voie circulable, des conditions de trafic. Quand on parle de l'outil, ici c'est l'outil Caledonia qui avait été utilisé pour une phase de criblage rapide. Donc l'intérêt ici de ces outils, c'est de pouvoir gagner du temps sur l'intégration d'un grand nombre de scénarios climatiques. À chaque fois qu'on fait tourner des modèles, notamment hydrauliques, cela est long, donc l'IA, les solvers, la puissance de calcul doit nous permettre de gagner du temps pour pouvoir faire tourner davantage de scénarios, et les zones qui vont finalement répondre au plus grand nombre de scénarios sont celles sur lesquelles on va pouvoir se concentrer. Et tout l'enjeu pour nous qui exploitons un réseau qui est très étendu est de pouvoir cribler les zones où se concentrer ensuite en rentrant dans des études approfondies. Là, vous avez une illustration. Alors, on va voir si la vidéo... Non, la vidéo n'a pas démarré. D'une modélisation ici, conformément à la track, voilà, hop, qui montre un secteur avec... On a fait tourner un certain nombre de courbes de pluie pour identifier ça, mais un secteur qui reçoit une phase de submersion qui dure plusieurs heures et aussi des vitesses ici exprimées sur l'image centrale. Les couleurs rouges sont des vitesses qui dépassent les 4 mètres par seconde, qui sont susceptibles d'emporter le remblai autoroutier. Et puis ensuite, vous voyez aussi, on a testé des scénarios ici en phase esquisse, très en amont, de aggravation ou pas si on crée un ouvrage pour permettre à l'eau de franchir l'infrastructure. Est-ce qu'on aggrave les conditions en amont, en aval? Il en va quelque part de l'acceptabilité de certains scénarios. Donc cet outil sur lequel nous avions travaillé avec Sixsense sur cette phase de criblage avait pour but, lorsqu'on a identifié des grands secteurs, plusieurs centaines de kilomètres, sur lesquels il y aura, selon les modèles, le plus de chances d'avoir des phénomènes et une sensibilité, c'est un intrant. Ça nous a permis de gagner du temps en pouvant simuler un certain nombre de courbes de pluie, de scénarios météo de pluie. Ça nous a donc permis d'apprendre, de localiser ces secteurs. Et maintenant, au moment où je vous parle, on est rentré dans des phases d'études approfondies de vulnérabilité. Je vais citer 2 études importantes dans lesquelles on travaille. Une étude de vulnérabilité du réseau routier national, portée par le ministère, la DGITM, à laquelle on a participé, puis également une démarche en région sud, région pilote, d'une étude de vulnérabilité des systèmes de transport. Ces 2 études-là restent des études macroscopiques. Maintenant, nous, sur Autoroute, on est rentré sur des études dites approfondies avec les services de l'État, où là, on en est à étudier la faisabilité de 2 types de mesures. Des mesures dites incrémentales. Je viens renforcer un remblai autoroutier pour lui permettre de résister. Je viens rajouter un ouvrage de décharge pour permettre à l'eau de passer. Voire des mesures de transformation. Actuellement, j'ai une succession de petits ouvrages hydrauliques dans une zone. Je pressens, en ayant fait tourner un grand nombre de scénarios, que demain, ils sont en risque. Je transforme en un grand viaduc. Et là, on parle de mesures de transformation. Ce qui est intéressant de noter sur ces sujets-là, c'est qu'on est sur des sujets à la fois d'infrastructure, mais aussi des sujets de territoire. Et c'est aussi le sens des politiques publiques qu'on appelle de GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et protection des inondations. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire là peut contribuer à la prévention des inondations sur les territoires. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur ces sujets. Et donc, je m'excuse encore à nouveau pour pas pouvoir entrer dans le détail des algorithmes qui ont été utilisés, mais le principe qui avait été mis en place, c'était donc d'utiliser les algorithmes de deep learning pour créer un modèle réduit, plus rapide, et pouvoir injecter un maximum de courbes de pluie, utiliser donc ce qu'on appelle des PIN, donc ces algorithmes basés sur des lois physiques pour entraîner le modèle. Une fois le modèle entraîné, c'est un peu la première présentation qui a été évoquée ce matin, permettre un gain de temps pour intégrer un très grand nombre de scénarios. Et ça, c'est particulièrement important, et c'est un peu ce projet, Sofiane voulait vous en parler, c'est un projet européen. Là, on a parlé des infrastructures sur la manière d'identifier des secteurs ou réaliser des
projets d'adaptation. Mais en attendant de les réaliser, ou en parallèle, il est aussi intéressant de pouvoir réutiliser cette puissance de l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction en temps réel. Et ça, c'était vraiment le sujet de ce programme européen qui est monté avec un grand nombre de partenaires, dont le CEREMA, qui est basé justement sur cette puissance de calcul pour, à partir d'images radar, de scénarios météo à quelques heures près, simuler concrètement des phénomènes météo, déclenchement d'alerte et protection civile. Et donc là, Sofiane avait prévu de vous montrer à partir de ce couplage d'algorithmes qui couplent des modèles hydrauliques et des lois physiques, un petit peu le calage qu'ils ont obtenu avec les partenaires. C'est un projet européen, les universitaires espagnols et le CEREMA qui travaillent et qui sont en phase d'avancement sur, justement, là vous aviez un petit peu la prédiction, la réalité, la confrontation finalement, l'étalonnage de ce qu'ils ont pu essayer de faire. Voilà pour une illustration d'un des sujets environnement qui nous occupe et sur lesquels il y a beaucoup encore à faire. Merci. Merci beaucoup Cédric. On passe maintenant la parole à Patrick Stella qui représente AgroParisTech au sein du comité de pilotage du Lab Recherche Environnement. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc je me présente Patrick Stella, donc je suis coporteur du lab avec Erwan Persson ici présent. Donc même s'il n'y a que mon nom qui a été affiché, on a fait cette présentation à deux. Et c'est assez compliqué pour nous de parler d'IA pour une simple et bonne raison, c'est qu'actuellement c'est quelque chose dont on ne traite pas forcément, pas parce qu'on ne sait pas, mais on a besoin de faire une pause. En fait, l'IA, par rapport à toutes les présentations qui sont passées, l'actualité, on a tous l'impression que c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est très actualité. Mais en fait, en sciences de l'environnement ou en biodiversité, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 20 ans. 20 ans, et je vous donne quelques exemples. Je pense que vous connaissez peut-être certaines applications qui sont très très largement diffusées et démocratisées. Alors j'en donne deux. PlanteNet, un outil très sympa, on prend son téléphone, on met une petite photo d'une plante, et puis en fonction de où on est, ça nous donne des suggestions avec une probabilité plus ou moins importante que ce soit bien celle-là. Mais il y en a d'autres qui existent, typiquement l'application BirdNet, pour ceux qui auraient plutôt des velléités de travailler sur la faune et pas sur la flore, et qui sont des outils très grand public. Pas besoin d'être connaisseur pour trouver c'est quoi cette plante, c'est quoi cet arbre, et pourquoi pas contribuer également à la recherche. Je vais y revenir un peu juste après. Alors concrètement, ces applications-là, comment elles marchent? Elles sont basées sur l'IA. Encore une fois, elles sont présentes depuis 20 ans. L'utilisateur lambda, il va prendre une photo et ça va fournir énormément de données pour entraîner un modèle d'IA qui est basé sur du deep learning. Et puis, ça va alimenter systématiquement une base de données pour de l'utilisation future, pour des données d'apprentissage pour notre IA, qui sont quand même contrôlées par des experts. Donc concrètement, si vous identifiez ici une espèce sud-américaine, il y a probablement une erreur. Donc un expert, heureusement, sera là. Et de ce point de vue-là, l'IA est très intéressante puisque, en tant que recherche, production de savoir, un des nerfs de la guerre est la fourniture de données. Et ces modèles-là, à travers un outil presque de divertissement, on a accès à un nombre incalculable de données qui vont servir à la fois à entraîner les modèles d'IA, mais aussi à comprendre certains éléments fondamentaux, notamment en écologie des populations, en écologie des communautés, en lien avec le changement climatique, etc., etc. On a accès à énormément de données de ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, l'IA, elle permet déjà, au moins en sciences de l'environnement, beaucoup de choses. Elle va permettre de détecter des individus dans leur environnement, de compter et de mesurer ces populations, animales ou végétales en ce qui nous concerne, mais ça peut faire autre chose, d'identifier ces espèces-là et de caractériser des comportements ou des usages du sol. Excusez-moi. Aujourd'hui, au final, si on résume un peu, l'IA, elle permet de l'observation de gros volumes et de produire de la donnée quasi expérimentale. Mais aujourd'hui, on a besoin de faire une petite pause. Alors,
je l'ai mis avec un point d'interrogation dans ce slide, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs, voire même déterminants, c'est prédire. Alors, je pense qu'on en a entendu parler au cours des présentations précédentes. On veut essayer de prédire le comportement énergétique d'un bâtiment. On en reparlera dans la présentation d'après. On veut prédire des flux de trafic, ce genre de choses-là. Nous, en ce qui nous concerne, on essaye de prédire le climat, tendance réchauffement climatique, la météo ou d'autres effets microclimatiques. Prédire, c'est jamais un problème. Ça, qualitativement, on est d'accord. Les températures globales, donc ça c'est le premier graphe, vont augmenter. Ça, on le sait. Mais de combien ? Comme vous voyez là sur ce graphe-là, ce sont les modèles de prédiction climatique. Il y a plusieurs courbes, chacune correspondant non seulement à un scénario en fonction de la démographie, etc., mais aussi d'un modèle existant. On essaye de prédire la météo, typiquement pour la problématique présentée avant. Ça, c'est ce qu'il y a au milieu. Là, vous avez 2 modèles météo qui ont tourné sur des précipitations de pluie, donc qui donnent globalement la même chose. Il va pleuvoir, mais combien, où exactement ? On a besoin de raffiner ça pour pas mal de problématiques. Et puis le dernier exemple que j'ai mis, c'est un exemple qui nous intéresse au sein du Lab Recherche Environnement, qui est la prédiction de l'îlot de chaleur urbain, donc qui est également un phénomène d'actualité et dont le lab s'est emparé depuis maintenant plusieurs années. Donc là, il y a plein de boîtes de graphes, mais en gros, sur chaque graphe, vous avez un modèle qui a tourné. Et donc vous voyez bien, on sait qu'il y a un phénomène d'îlot de chaleur urbain, mais par contre, il n'y a pas 2 modèles qui vont donner la même chose aujourd'hui. Donc globalement, on arrive à estimer les grandes tendances, mais elles restent encore assez imprécises. Et c'est ce besoin de précision-là, aujourd'hui, qu'on a besoin de résoudre, d'améliorer, pour ensuite se saisir de l'IA. Donc ces modèles, ils nécessitent encore du développement qui va passer par l'intégration de nombreux processus. Alors, dans les sciences de l'environnement, ça va être des processus physiques pour le climat, biologiques pour le rôle de la végétalisation, l'utilisation des terres, etc. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on prenne le temps de comprendre ces processus. Et là, on a peut-être un petit inertie de la recherche qui met toujours un peu de temps. Donc, c'est un travail qui est extrêmement incrémentiel. Donc là, je vous prends l'exemple du modèle TEB, donc qui touche à un sujet, encore une fois, qui est au cœur du Lab Recherche Environnement, qui touche à la modélisation du microclimat urbain. Donc c'est un processus incrémentiel, initialement développé en 2000, donc c'est le modèle historique de Météo France pour prédire le microclimat en zone urbaine, donc où on a commencé à juste mettre des zones artificialisées, des surfaces artificialisées de façon très simple au début des années 2000. Et seulement 10 ans plus tard, on s'est intéressé à la végétalisation. 2020, première intégration d'une première structure 3D de la végétation. Et aujourd'hui, on est en train d'intégrer des choses qu'on ne connaît pas bien, qui sont les interactions, clairement, entre végétation et microclimat. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, d'ingénierie, d'attente de l'opérationnel, de l'urbain, d'avoir plus de végétalisation en ville, la notion de service écosystémique, etc. Donc là, on a besoin de produire du savoir. On en est là actuellement. Donc ça, c'est une thèse qui est financée par le Lab Recherche Environnement, qui est actuellement en fin de première année, donc qui va essayer de fournir des éléments pour aboutir à cette problématique-là, à cette augmentation de la précision, tout du moins, des modèles. Et au final, la question qui va se poser et qui se posera très très vite, c'est l'opportunité pour l'opérationnalité en recherche de l'environnement, de l'intégration de l'IA. Et ça, aujourd'hui, il y a un double enjeu pour l'opérationnel. Alors, moi, je ne suis pas opérationnel, je ne suis que chercheur ou enseignant-chercheur. Mais aujourd'hui, il y a toujours un problème entre précision, complexité, temps de calcul. Donc, sur ce graphique-là, sont représentées uniquement la relation précision du modèle, donc c'est l'axe erreur sur l'axe des Y, versus complexité du modèle. Donc, globalement, les modèles qui sont développés sans trop connaître tous les processus sont peu complexes, donc peu précis. Et on a des modèles qui sont très très complexes, qui vont intégrer plein de processus. Et c'est souvent là où se positionnent les modèles de recherche. Ils sont souvent très très complexes. Le chercheur a envie d'avoir toujours plein d'infos dedans, mais il peut être imprécis. Et l'idée, c'est de trouver l'optimum qui est indiqué, là où le modèle il est suffisamment complexe, mais pas trop,
pour être suffisamment précis par rapport aux problématiques que l'on peut avoir de prédiction ou d'ingénierie. Et bien sûr, plus un modèle est complexe, plus il est gourmand en temps de calcul, donc ça permet aussi de trouver ce compromis. Donc l'IA, elle peut nous aider à atteindre ce compromis-là, notamment en simplifiant les modèles recherche pour les rendre plus rapides, plus précis et surtout plus opérationnels. Alors ça, il y a des éléments qui existent, ce sont les modèles de substitution. Donc pour cette partie-là, je remercie Nomena, qui est recruté chez nous en tant qu'ingénieur de recherche, pour m'avoir aidé sur cette diapo. Donc l'idée de ces modèles de substitution, hein, c'est à partir d'un modèle recherche qui est bien complexe, avec plein de paramètres, d'identifier quelques paramètres clés, et de permettre de le simplifier pour diminuer à la fois les temps de calcul et de revenir sur cette courbe où on trouve l'optimum pour l'opérationnel. Et puis, l'autre enjeu pour l'opérationnel, il nous semble, c'est d'avoir des outils clés en main. Donc ça, on a tenté, nous, à une époque, au sein de travaux qu'on a menés au sein du lab, de fournir des ABAC, donc de température et de rôle de la végétalisation pour atténuer l'îlot de chaleur urbain, aux opérationnels dans le cadre du lab recherche environnement. Alors ça, on a essayé de faire un arbre de décision, et puis quand on prenait tout en même temps, c'était un peu impossible à réaliser. On a estimé que si on voulait tout tester, il fallait qu'on réalise 10 puissance 39 simulations. Donc on a dû faire des choix à ce moment-là, et des choix qui nous ont permis d'établir quelques ABAC, donc qui sont représentés ici. Alors je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais ici vous avez le potentiel de refroidissement de la végétalisation urbaine en fonction de la quantité de végétation que vous mettez. Alors, ça, c'est des outils qui peuvent être donnés clé en main à l'opérationnel dans son schéma d'aménagement sur une ville durable, etc. L'objectif, c'est de gagner 0,5, 1, 2 degrés. Voilà, donc il a un premier élément. Donc ça, sans IA, on a dû faire nous des choix sur les paramètres à regarder, estimer, mais l'IA va pouvoir également nous permettre de sélectionner plus efficacement et de façon peut-être plus robuste, avec moins d'a priori, des éléments comme ça. Donc pour conclure, parce que ça clignote en rouge également, l'idée, c'est que l'IA, à notre sens, sera un assistant et non pas quelque chose qui va nous remplacer. Donc ça a été également dit. L'idée, c'est de faire plus vite, mais la confiance n'excluant pas le contrôle, c'est tout en vérifiant. Et puis, ça va aussi nous aider à transférer nos travaux, nos modèles, nos connaissances vers l'opérationnel pour avoir plus d'opérationnalité et de mener beaucoup plus de recherche-action dans le futur. Donc l'idée, c'est encore une fois l'IA, un assistant pour trouver le meilleur compromis, et puis il y a certainement encore de nombreuses potentialités qu'on n'a pas encore explorées. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'avenir, sur la prochaine option d'AgroParisTech? Il y a une question de Nathalie, juste ici. Parce que j'invite en général les participants à se présenter avant de poser leurs questions. Bonjour, je suis Nathalie Martin-Sorvillo, je m'occupe d'innovation chez Vinci Concessions, donc sur la partie aéroport infrastructure. On est en effet en train de travailler sur l'IA pour mieux comprendre la qualité des sols et aussi la végétation. On commence aussi à regarder tout ce qui est captation de CO2 justement par ce type de végétation. Je vois Cédric Quioche, on est vraiment en démarrage, c'est de l'exploration. Mais vous, qu'est-ce que vous percevez? C'est-à-dire quelles sont les tendances justement en recherche que vous êtes en train de percevoir, qui sont en train d'être regardées peut-être par d'autres labs sur ces sujets de biodiversité? Nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on se cantonne à ça sur nos empreintes. Mais voilà, on est preneur de vos retours là-dessus de la recherche. Alors, j'ai combien de temps pour donner une réponse? Aujourd'hui, les enjeux sont clairement de maintenir ou de conserver la biodiversité existante, dans la mesure du possible, l'augmenter, mais sous plusieurs, qui sont les changements climatiques et le changement d'occupation des surfaces. Donc c'est ça les enjeux. Aujourd'hui, des solutions, elles existent. On en a plein.
C'est pas compliqué, hein. Elles sont identifiées depuis 20, 30 ans. Il faut couper les émissions de CO2, il faut maintenir les espaces naturels. Tout ça, on le sait. Maintenant, je vais me permettre de donner un avis personnel. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est surtout de trouver le compromis. Donc là, j'ai parlé de compromis de temps de calcul, etc. Mais c'est le compromis entre un développement économique, social, sociétal, voilà. Tout un chacun est d'accord pour dire le réchauffement climatique, c'est pas bien, il faudrait faire quelque chose. Par contre, jusqu'au moment où on nous dit faut couper l'électricité, donc vous ne rechargez plus votre smartphone, etc. Donc la tendance aujourd'hui, c'est trouver ce compromis-là qui permette de satisfaire tout le monde en maintenant des objectifs ou en atteignant des objectifs. Et sur un sujet qui nous touche particulièrement, en tout cas Erwan et moi, sur lequel on est plutôt spécialiste, qui est l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain, on est tous d'accord pour dire qu'il faut mettre des arbres en ville, jusqu'au jour où on nous dit on supprime les places de parking pour pouvoir les mettre, ça c'est une chose. Mais encore une fois, sur ça, la végétalisation n'est qu'une solution. Alors j'espère que je ne choquerai pas trop mon directeur qui est là en disant ça, mais il y en a d'autres solutions. Il y a mes collègues de l'école des mines, de l'école des ponts qui travaillent sur ces solutions-là, des solutions tech. Mais l'une ne peut pas aller sans l'autre. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut mettre moins d'arbres et un peu de clim. Et puis mettre un arbre, s'il n'y a pas d'eau, ça n'a aucun intérêt. Donc dans ce cas-là, aucun intérêt d'avoir recours à des solutions de végétalisation, vaut peut-être mieux avoir recours à des solutions technologiques. Donc l'IA, je pense qu'elle nous aidera à trouver ça. Peut-être, est-ce que quelqu'un a une autre question? Ah, la main se lève. Présentez-vous, même si certains vous connaissent. Fabien Laurent, CIRED, École des Ponts. Plutôt une question pour Monsieur de Vinci Autoroute pour savoir si ces épisodes pluvieux, en particulier les pics, là, les flashs, quand même, comment est-ce que ça incite peut-être à concevoir les nouvelles autoroutes? Oui, peut-être la question des remblais, des choses comme ça. Comment... Oui, ben, directement. Hein, je vous ai parlé de deux types de mesures, incrémentales, dans les termes un peu consacrés, et transformation. Et il y a bien deux niveaux d'action. Il y a celui des nouveaux projets, et déjà j'ai un exemple en tête sur un projet montpelliérain, projet qui avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique sur la base d'un avant-projet avec une configuration d'ouvrage qui était en fait une juxtaposition d'ouvrages hydrauliques, mais qui, à notre sens, lorsqu'on a repris le sujet, on a fait tourner encore des modèles, nous a amené à proposer en lieu et place un viaduc de 272 mètres de long précisément et qui surtout permettait d'élever le tirant d'air, donc d'offrir un gain, une sécurité supplémentaire en phase d'exploitation, mais qui en fait avait beaucoup de co-bénéfices sur l'intégration de l'infrastructure, sur la possibilité aussi de contribuer à la prévention des inondations pour le village qui était situé en aval hydraulique. Donc ça, voilà, ça joue sur la manière de concevoir très clairement, et il faudra marcher sur ces deux jambes, la conception des nouveaux projets, et c'est là le gros challenge, la modernisation, puisque ni plus ni moins, c'est un besoin comme un autre de modernisation des infrastructures existantes. Et c'est là qu'il y a aussi... Et sur la modernisation, juste, est-ce qu'il y a une espèce de démarche d'inventaire systématique le long du réseau pour voir quels besoins on aurait? Justement, ces études, hein, je vous ai parlé de TRAC, trajectoire de référence d'adaptation. Je vais vous parler maintenant du PNAC, le plan national d'adaptation au changement climatique, pour lequel Vinci est contributeur. Et pour la partie donc, concession Vinci Autoroute, on s'inscrit avec une étude macroscopique pilotée par le ministère de la DGITM, dont on est partenaire. Et puis maintenant, nous, dans le cadre du PNAC, nous avons initié un programme qui va nous occuper pour les prochaines années sur les réseaux de Vinci Autoroute pour étudier réellement la faisabilité et être en capacité de proposer justement concrètement des travaux de modernisation, encore une fois, du réseau. Donc ça devient très concret. Merci à tous les deux, on peut les applaudir à nouveau. Passer à la prochaine séquence de cette université, on va parler de mobilité. Et donc j'appelle pour cela
Guillaume Lapierre, qui est directeur du développement et des opérations pour les services de mobilité chez Vinci Highway, et qui est aussi DGA de Cyclope.ai, dont il va nous parler. Et puis Nicolas Coulombel, qui est le directeur adjoint du LVMT à l'École des Ponts pour le laboratoire Ville, Mobilité, Transport, qui lui va nous parler des applications de l'intelligence artificielle pour la mobilité décarbonée, avec quelques exemples, et notamment l'implantation des bornes de recharge et les aides au covoiturage. C'est à vous. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis effectivement Guillaume Lapierre, directeur général de Cyclope. C'est une filiale de Vinci Autoroute qui est dédiée à faire de l'intelligence artificielle sur les images dont on dispose avec tous nos caméras. Je vais essayer de vous faire un petit panorama de tout ce que Cyclope a construit depuis quelques années, puisque ça fait maintenant 7 ans que Cyclope existe, et donc ça me permet de faire un petit retour sur qu'est-ce qu'on a été capable de faire depuis 7 ans. Alors, peut-être un retour aux origines de Cyclope. Pourquoi on a créé cette entité? La décision à la base était assise sur le fait que nous avons sur nos autoroutes beaucoup de caméras qui sont installées. Certaines servent pour faire fonctionner le péage, mais beaucoup servent également à surveiller le trafic. Et jusque-là, ces caméras, elles ne sont regardées par quelqu'un, un être humain, qu'au moment où il se passe quelque chose, et on a besoin d'aller voir dessus ce qui se passe. Le reste du temps, elles génèrent des flux vidéo qui sont perdus ou qui sont inutiles à l'exploitation. Et le concept, l'idée même de base de créer une filiale à cette époque-là, à l'époque de montée en puissance des algorithmes de machine learning, c'était qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce patrimoine dont on dispose, de tous ces flux vidéo qui ne sont pas exploités suffisamment, pour créer de la connaissance et puis pour optimiser le fonctionnement de nos autoroutes. Donc ça, c'est le point de départ de la réflexion. On a donc monté cette structure qui dispose d'une vingtaine de personnes, dont 5 scientifiques, 5 data scientists, qui ont construit une série de modèles IA qui vont servir à construire des outils, des cas d'usage qui sont bénéfiques à l'exploitation. Et donc on part de briques techniques qui sont chacune un modèle IA de computer vision, donc d'intelligence artificielle sur image. Donc c'est des réseaux de neurones convolutifs, c'est ce qui se fait depuis quelques années sur la reconnaissance d'images, mais ce sont des briques uniques, donc une brique qui permet de suivre un véhicule sur une vidéo, une brique qui permet de reconnaître la plaque par exemple, une brique qui permet de classifier le véhicule, de savoir si c'est une voiture, un camion, etc. De reconnaître les traits de la chaussée, etc. Donc toutes ces briques sont chacune un modèle IA qui est chacun entraîné sur le patrimoine de données dont on dispose sur notre réseau Vinci. Donc on a la chance d'avoir toutes ces données de toutes ces caméras. Elles sont de bonne qualité, on sait d'où elles viennent, on les a qualifiées manuellement, donc on sait exactement ce qu'il faut voir sur chaque image. Et donc ce patrimoine de données a permis d'entraîner tous ces modèles de manière assez performante, et donc d'atteindre des niveaux de performance très élevés pour chacune des briques techniques. Et ensuite, l'assemblage de ces briques, ça redevient de l'informatique plus traditionnelle, puisque c'est en fait des règles métiers qui font que quand on détecte un véhicule sur cette voie-ci, voici ce qu'il faut déterminer comme événement, etc. Donc les solutions métiers utilisables par l'exploitant à la fin sont bien des solutions où il y a un mélange de modèles IA qui reconnaissent des événements sur des vidéos et plus de l'informatique traditionnelle qui assemble ces informations IA pour en faire quelque chose d'utilisable par l'exploitant. Et donc je vais vous balayer les quelques sujets qu'on a mis en production, donc qui fonctionnent aujourd'hui, qui apportent des bénéfices à l'exploitation. Le premier, donc c'est une image qui circule depuis quelques années, ça fait 7 ans que c'est en production, donc ça commence à être un peu has-been en termes d'image, mais je la montre quand même, parce que c'est la principale valeur ajoutée qu'on a apportée, c'est la détection dans les voies de péage de la classe du véhicule. Ça a l'air simple comme ça, jusque-là on le faisait avec des boucles électromagnétiques ou des capteurs laser, des systèmes traditionnels qui ont un taux d'erreur entre 90 et 95%, un taux de correction entre 90 et 95%, donc 5% d'erreur. Notre modèle permet d'arriver à plus de 99% de performance, donc on divise par 5 à 10 le niveau d'erreur. Donc ça permet de gagner énormément en termes de traitement de toutes ces erreurs. Et une erreur au péage, c'est un client qui n'est pas content, qui appelle, et donc qui génère un appel,
qui génère de la congestion au péage ou qui génère une réclamation après quand il a dû payer un mauvais tarif. Et on a su détecter avec ces modèles-là des choses qu'on n'arrivait pas à détecter par des moyens traditionnels. Typiquement, par exemple, il y a un tarif en France quand vous avez un véhicule avec un macaron handicapé. Vous ne payez pas le tarif standard. Et là, il n'y a aucun moyen traditionnel de détecter le macaron handicapé. Et donc jusque-là, c'était forcément un appel en voix. Donc quelqu'un qui devait répondre au téléphone pour aller appliquer le bon tarif au client. Et donc là, évidemment, ça nous économise des coûts de gestion de ces situations, mais pour le client, c'est également beaucoup de bénéfices. C'est un service propre dès le début, et donc assez performant. Donc ce modèle-là, on en parle encore parce que c'est une fierté, hein, ça fonctionne très bien. On est en train d'essayer de le déployer sur d'autres réseaux d'autoroutes, notamment aux États-Unis. Et j'en parle aussi parce que c'est une technologie qui a été mise en production il y a 7 ans. Depuis 7 ans, beaucoup de choses ont évolué hein, sur le marché de l'IA et on est en train de reconcevoir from scratch, donc de base zéro, tout le produit TollSense parce qu'avec les librairies techniques qui existent aujourd'hui, le matériel qui a évolué et tout ce qui est disponible, on est capable de diviser par 10 à peu près les coûts d'inférence, donc les coûts de calcul de cette solution-là. Et donc on avait déjà à peu près divisé par 10 les coûts opérationnels de gestion du problème de classification en voie. Et là, on va gagner un nouvel ordre de grandeur juste avec 7 ans de progrès technologique dans l'IA. Donc on divisé par 100 les coûts de gestion de ces sujets-là. J'ai mis quelques images pour vous donner un autre exemple, parce qu'en fait, le gisement de sujets est assez grand en fait, dans la gestion du péage. Dès que vous avez des images, vous avez des choses à en faire. Là, c'est un cas qu'on est en train de travailler avec nos cousins américains de Vinci Highways aux États-Unis. Notre sujet, c'est de détecter, d'être capable de détecter quand 2 véhicules sont les mêmes, sans pour autant être capable de lire la plaque. Donc on a plein de cas où la plaque d'immatriculation n'est pas bien visible, parce qu'elle est masquée, parce qu'elle est un peu floue, la caméra n'est pas de très bonne qualité, et où les algorithmes d'OCR traditionnels ne sont pas capables de dire que c'est la même plaque. Donc vous avez des exemples, hein, c'est des lots qui voient un Q à la place d'un O, et donc on ne sait pas dire que c'est la même. Moi, avec mon modèle, je ne sais pas non plus dire quel est le numéro de la plaque, par contre je sais dire avec une certitude absolue que c'est la même. Et ça crée de la valeur parce que quand on a cherché un contrevenant, si on peut faire un gros lot avec toutes les photos de ce même contrevenant qui est passé 10 fois au même endroit, on le traite qu'une seule fois. Et c'est ça qui crée les coûts de gestion d'un péage en flux libre, c'est essentiellement la gestion des contrevenants. Donc ça crée beaucoup d'économies de gestion de savoir faire ça. Ensuite, on est capable également de lire sur des images vidéo, donc là c'est plus des photos mais des vidéos qui circulent, de détecter des événements. Donc c'est des technologies qui existent également depuis une vingtaine d'années mais qui n'étaient pas basées sur l'IA jusque-là. C'était totalement les modèles étaient totalement déterminés. Là, on part donc sur des modèles de réseaux de neurones qui sont capables, avec des meilleurs niveaux de performance que ce qui existait jusque-là, de détecter tous les événements qu'on a besoin de détecter, d'abord dans les tunnels, mais également hors tunnel. Donc tous les tunnels doivent être équipés d'un système de détection automatique. Traditionnellement, ils sont très peu performants, ils ont beaucoup de taux de fausses alarmes. Et les taux de fausses alarmes sont des choses qui décrédibilisent tous les systèmes de détection automatique, puisqu'on ne les regarde plus quand le taux de fausses alarmes est trop élevé. Et donc on a été capable de livrer des solutions, en particulier dans le duplex A86, qui n'est pas très loin de Paris, qui a des niveaux d'exigence en termes de performance qui sont les plus élevés de tous les tunnels en France, quand on regarde les clés du dossier de sécurité. Une autre solution qu'on a déployée, dont on est assez fier, c'est un spin-off, j'ai envie de dire, de la détection automatique d'incidents dont je viens de parler juste avant. Donc une fois qu'on est capable, sur une vidéo, de détecter un événement, il suffit de mettre une caméra dans un fourgon, de mettre un ordinateur à côté de la caméra et d'installer une version légère, portable, de nos modèles pour pouvoir détecter quand un fourgon qui est garé sur le bord de l'autoroute risque de se faire heurter par un conducteur inattentif. Et donc, alors il y a beaucoup de solutions aussi traditionnelles qui ont été testées avec des lasers, avec des choses comme ça, mais qui génèrent un taux de fausse alarme très très élevé, parce qu'ils n'arrivent pas à discriminer correctement la voie. Vous voyez en bas l'image, c'est la zone blanche, c'est la voie sur laquelle il est dangereux qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Par contre, s'il y a quelqu'un qui circule sur la voie juste à côté, il ne faut pas qu'on ait une alarme, évidemment.
Et ça, c'est l'IA qui dessine la zone blanche sans que l'agent routier dans le fourgon ait besoin d'appuyer ou de faire le moindre geste. Il n'appuie que sur un bouton et il quitte son fourgon. Et c'est ça notre valeur ajoutée dans cette solution. Donc on a généralisé cette solution à tous nos fourgons sur le réseau Vinci Autoroute. Et on a des clients, d'autres exploitants en France qui sont en train de déployer notre système. Et on a gagné un prix de la sécurité routière dont on est assez fiers. Et pour finir, pour faire un peu une transition avec mon collègue pour la suite, quand on est capable de voir quelque chose sur une caméra et de le reconnaître automatiquement, on peut faire du comptage classifié, c'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître, de classer véhicules légers, motos, poids lourds, cars, etc. en un point donné. Du moment qu'on a une caméra qui regarde le trafic, on sait décrire ce qui se passe sur cette caméra. Et on sait même aller jusqu'à voir à l'intérieur du véhicule le nombre de passagers et donc faire des statistiques de ce qu'on a appelé autosolisme. Et donc on publie régulièrement, on a publié ce matin la dernière campagne du baromètre de l'autosolisme Vinci Autoroute, qui est basée sur une technologie Cyclope qui compte le nombre de passagers dans les véhicules et qui fait des statistiques, qui montrent qu'en France, quoi que vous fassiez, vous êtes à 85% à peu près de voitures avec un conducteur seul quand vous regardez le trafic le matin. Donc ça pose d'autres questions, évidemment. Voilà. Du coup, je te passe la main. Merci Guillaume. Alors, pour faire plaisir à Patrick Stella et pour le remercier de toujours souligner la collégialité entre les écoles, au début j'avais prévu de commencer ma présentation avec une petite blague sur IA et transport. Sauf qu'hier, donc je rentrais de la fête. Alors la fête, c'est l'Association française d'économie des transports, c'est pas ce que vous pensiez. D'ailleurs, je remercie la Fabrique de la Cité qui a soutenu notre conférence. Et donc, je rentre de la fête et là, je me fais une entorse à la gare de Perrache. Et du coup, j'avais plus du tout envie de faire une blague. Alors, quel rapport, vous vous dites? Pourquoi il nous parle de ça? Parce que donc, déjà, est-ce que mon assistant Perplexity m'a prévenu qu'il y avait des travaux à Perrache, que c'était le bordel et qu'il fallait modifier l'itinéraire piéton en conséquence? Non. Donc, recommandation personnalisée d'itinéraire 0. Et est-ce qu'après, il m'a rappelé les conseils de sécurité que pour la mobilité douce, il ne fallait pas courir dans les tunnels de Perrache quand il pleuvait, qu'il faisait noir et qu'on ne voyait pas bien les marches? Non plus. Donc maintenant, ce prédictif des piétons, ça ne marche toujours pas encore. Donc heureusement qu'on a eu la présentation de Guillaume avant, parce que sinon j'arrêtais tout de suite ma présentation et je disais l'IA dans les transports, ça ne marche pas. Mais bon, on va quand même en parler. Et du coup, alors, donc, je vais vous parler d'abord, je vais faire une petite introduction, je vais vous parler des travaux qu'on fait en interne et je vais aussi vous parler des travaux qu'on réalise avec nos partenaires. Alors, pour commencer, rappel de sur quel sujet on travaille à l'école. Donc, on a deux gros axes. Un sur l'éco-conception. Donc, on travaille sur l'éco-conception des infrastructures et des bâtiments, notamment avec Adélaïde et Aurore, par exemple, qui sont présents avec nous. Et là, je vais vous parler plutôt de nos travaux sur les systèmes de mobilité, avec trois axes de recherche sur l'analyse des comportements, la modélisation et l'évaluation des politiques et des projets de transport. Alors, l'IA, à quoi ça nous sert pour tout ça? Ça va nous servir à trois choses principalement. Déjà, tous les éléments d'analyse au niveau du comportement humain, mieux comprendre comment les personnes ou des entreprises pour le fret prennent des décisions en mobilisant notamment les données massives et aussi pour travailler sur le diagnostic territorial. Voilà, il y a l'IA qui lui a pas aussi dire de couper le son sur ton téléphone. Vous voyez, ça marche pas. Pas encore, mais ça va venir. Premier point, donc l'analyse. Le deuxième point, c'est sur la modélisation. On en a déjà beaucoup parlé dans les présentations précédentes. Et nous aussi, évidemment, dans la modélisation de la mobilité, ça apporte beaucoup pour... C'est juste, je ne vois plus mon écran, il y a un sac devant. Mais c'est pas grave. Donc ça complète les méthodes traditionnelles et c'est beaucoup utilisé aussi pour améliorer la calibration des modèles. Mais, on a parlé de jumeaux numériques, notamment dans la première intervention sur le bâtiment. Donc ça, on a des choses similaires dans les transports. Et pour accélérer le calcul des modèles, ça à travers la métamodélisation, les surrogates modèles, on en a aussi parlé. C'est très bien, du coup, je pourrais aller plus vite. Et sur la conception aussi, ça aide au dernier maillon de la chaîne pour pouvoir identifier plus rapidement les potentiels de solutions de mobilité, je vais en parler un peu, et pour accompagner la prise de décision après pour, au sein de différentes solutions, choisir quelle est la meilleure.
Alors, quoi nous, on a travaillé au sein de l'école. Alors, on a eu une thèse qui avait été encadrée par Fabien, qui est aussi présent, et de Dan Youngson, qui portait sur comment mobiliser les traces pour analyser les comportements et les territoires. Mais ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, parce que Maxime me dit que je n'ai pas assez de temps. Du coup, je vous renvoie vers... C'est une blague, c'est une blague. Vers le site YouTube, où vous pourrez retrouver notamment donc, les enregistrements. Vous voyez plein de photos d'un Maxime sur l'écran. Et tout en bas à gauche, en tout petit, vous pourrez m'apercevoir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site, hein, à la fois sur le site du Lab, sur la chaîne YouTube, vous retrouverez les replays de plein d'événements et donc vous pourrez m'entendre parler de ça il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de travaux qu'on a réalisés avec l'université en collaboration avec l'université Gustave Eiffel sur les flottes synthétiques, où on va chercher à mobiliser l'intelligence artificielle pour mieux représenter les données d'entrée dans les modèles. Alors là, de quelles données d'entrée on parle? Nous, pour les modèles de mobilité, pour bien pouvoir représenter à la fois les comportements, les décisions et les impacts environnementaux de la mobilité, c'est important de bien connaître la flotte de véhicules. Ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, si on a un véhicule très vieux, très polluant versus un véhicule neuf. Du coup, on a besoin de représenter ça dans ce qu'on appelle des populations synthétiques, d'associer aux ménages le type de véhicule qu'ils ont. Et l'IA, pour ça, va être très Alors, du coup, la question qui s'était posée, c'était il y avait des méthodes traditionnelles qui existaient, qui s'appellent des modèles de choix discrets. Et en ce moment, il y a beaucoup de travaux qui visent à étudier quel est l'apport de l'IA par rapport à ces méthodes standards. Et du coup, on a Marjolaine Lannes, ma doctorante, qui a travaillé sur la comparaison des modèles. Donc, vous pouvez voir l'échantillon de modèles qu'elle a pu tester. Et alors là, tout le monde évidemment se dit c'est sûr, l'IA a gagné, c'est trop fort. À ce stade, bon, ça date un peu, la réponse serait peut-être plus la même aujourd'hui, mais donc elle avait fait ce travail il y a 3 ans. Elle avait trouvé que ça dépendait des types de modèles, sur la motorisation et sur le type de véhicule, le type de carburant. Là, les méthodes standards performaient de manière comparable à l'IA et du coup on avait plutôt tendance à vouloir garder la précédente méthode. Et par contre sur l'ancienneté du véhicule et la norme Euro, là les méthodes IA surperformaient les méthodes traditionnelles. Donc fallait combiner et grâce à ça on a pu améliorer la qualité de la flotte synthétique. Et du coup on peut par exemple représenter plus finement quel est l'impact du niveau de revenu sur le type de véhicule, est-ce que c'est électrique, diesel, essence, ou sur la norme Euro détenue par les ménages, pour pouvoir... Alors, et pourquoi on fait ça? C'est par exemple, donc Marjolaine, après dans sa thèse, elle a mis en œuvre une chaîne de modélisation complète pour représenter l'exposition, enfin donc la mobilité, les émissions, la qualité de l'air et l'exposition. Et donc, grâce à cette coopération avec l'université Gustave Eiffel et Pierre-Olivier Vendongeon, elle a pu mieux représenter la flotte de véhicules. Et du coup, on voit que ça a un impact. Là, vous voyez en bas à droite, il y a un tableau qui montre comment, sur les émissions, on a des écarts entre l'approche en véhicule moyen versus la flotte détaillée que Marjolaine a mise en œuvre. On voit que, alors, sur... s'il y a des questions, je pourrais détailler. Sur les gaz à effet de serre, ça a très peu d'impact. Ça a beaucoup plus d'impact sur les polluants locaux et sur les NOx à cause des phénomènes d'accélération, décélération. C'était ce qui était attendu, donc c'est normal. Et on voit aussi en bas, donc elle avait regardé sur, quand on regarde l'exposition aux polluants locaux en fonction du lieu de résidence, le fait de mieux représenter la flotte de véhicules, on voit aussi que ça a des impacts. Vous pouvez voir les petites variations sur la carte en bas à droite. N'hésitez pas à reposer des questions parce que là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est juste un peu pour illustrer à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Ça non plus, les lignes de covoiturage, je n'en parle pas, vous connaissez la réponse, vous allez sur YouTube, Maxime, mais t'inquiète pas, ça va revenir. Maxime est inquiet, il se dit, j'avais prévu des questions, comment je vais faire? Moi, j'avais envie de parler des zones à circulation restreinte. Donc, vous savez, à Paris, notre maire a décidé de mettre ça en œuvre dans le cœur de la ville. Et la question que vous posez tous, c'est jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va bientôt couvrir toute l'Île-de-France et qu'il faudra faire tous nos trajets à pied ou en transport en commun? Donc, on avait commencé par travailler sur juste la ville de Paris. On avait échangé avec les services techniques de la ville à ce sujet qui s'intéresse beaucoup à la modélisation multi-agent. Donc, on avait fait des scénarios pour voir déjà à Paris qu'est-ce qui se passait. Donc ça, c'était le premier travail que vous pouvez voir. C'est pareil, c'était juste pour illustrer qu'on avait regardé les impacts CO2, des indicateurs socio-économiques
qui montrait d'ailleurs de manière assez contre-intuitive qu'il fallait mieux que notre cher maire n'avait pas été assez ambitieux, c'est que ça aurait été plus pertinent de faire ça sur toute la ville et pas uniquement sur les 4 premiers arrondissements. Voilà, je ne sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, mais donc ça sera nos recommandations pour la mairie de Paris. Et après, la question que vous voulez savoir, c'était est-ce que ça pourrait être pertinent de déployer ça à plus grande échelle en Île-de-France? Le problème, donc, pour faire ça, on pourrait faire plein de simulations avec nos modèles MathSim, multi-agents, qui représentent bien la mobilité. Mais comme c'est des modèles assez complexes, ça prend beaucoup de temps à les faire tourner. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est une technique qui a été évoquée déjà dans plusieurs des interventions, c'est on utilise des métamodèles. Donc, on va, voilà, comme on n'a pas suffisamment de très gros serveurs de calcul aux États-Unis, on va faire quelques simulations pour voir donc quelle est la réponse du modèle complexe, quels sont les résultats qu'il donne sur certains scénarios. Et après, on va entraîner un modèle IA pour émuler le modèle, pour pouvoir faire après beaucoup plus de simulations, beaucoup moins coûteuses en temps de calcul. Donc voilà, là vous voyez le modèle qui est présenté avec MathSim, le modèle d'émission et tout ça, c'est le modèle complexe dans son ensemble qui est très coûteux à lancer. Donc on le fait tourner quelques fois quand même pour pouvoir donner des données d'apprentissage à l'IA. Et puis ensuite, ben voilà, on entraîne des modèles pour essayer de reproduire les sorties de ce gros modèle complexe pour avoir un métamodèle sur lequel on va pouvoir optimiser de manière beaucoup plus rapide. Et du coup, là, dans cet exemple-là, c'est Tatiana, Sergina, Alexis Poulès, qui là, pour le coup, ne sont pas présents, mais que je représente, qui avaient fait ces travaux-là avec un stagiaire, Ulysse, et ils avaient trouvé que les ANN marchaient très bien. Voilà. Alors, moi, au début, comme ma direction était là, je voulais vous parler que de l'école des ponts, mais Charles m'a dit, non, mais il faut quand même parler un peu des partenaires. Non, mais je rigole. Évidemment, nous, on aime beaucoup travailler en partenariat. Et par exemple, on a travaillé avec Polytechnique Montréal sur la question de la localisation des bornes de recharge. Pourquoi? Parce que donc déjà à Montréal, beaucoup d'hydroélectriques, qui s'intéressent beaucoup à la mobilité électrique aussi, donc évidemment, et donc ils ont beaucoup de compétences sur le sujet. Donc on avait travaillé avec Polytechnique Montréal et le CIREG sur à la fois la question de la localisation optimale et de l'impact environnemental des bornes en analyse de cycle de vie. Et du coup, là, à Polytechnique Montréal, ils ont fait exactement la même chose que ce que je vous ai montré sur les zones de circulation limitée. C'est pareil, c'est donc la problématique, c'était d'utiliser la modélisation multi-agent avec MathSim pour réfléchir à comment on localise de manière optimale les bornes de recharge en fonction des programmes d'activité des individus, hein, parce que, par exemple, si vous les arrêtez à la boulangerie, vous n'avez pas trop le temps de recharger votre véhicule électrique. Par contre, si vous restez 8 heures, 9 heures, 10 heures sur votre lieu de travail, là, vous avez le temps de recharger. Donc, c'est important d'intégrer ces éléments-là dans la localisation des bornes. Et c'est pareil, donc c'est trop coûteux. On peut le faire avec ces modèles, mais c'est très coûteux en temps. Donc, on fait exactement la même chose. On va faire de la métamodélisation. Donc, vous voyez là le slide qui développe la méthodo, mais c'est pareil, on pourra revenir sur les questions, mais c'est toujours donc la même approche. On commence par faire une modélisation entière, mais limitée avec quelques points. Ensuite, on entraîne des modèles, un métamodèle basé sur de l'IA pour émuler le modèle complexe et pour pouvoir optimiser plus facilement. Et grâce à ça, Polytechnique Montréal, du coup, ils ont pu montrer comment on pouvait localiser de manière optimale différents types de bornes de recharge. Donc, ils avaient regardé 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et des bornes ultra rapides. Et du coup, là, ils trouvaient que la stratégie optimale, c'était surtout de combiner beaucoup de bornes de niveau 1, pas trop rapides, avec des superchargeurs, quelques superchargeurs, mais concentrés dans les zones denses. On a vraiment une grosse activité. Et du coup, grâce à ça, ils montraient qu'on pouvait réduire fortement le temps d'attente au niveau des bornes de recharge. Du coup, là, c'est une coopération. Et donc, il y avait eu un événement que vous pourrez aussi retrouver sur YouTube. On avait fait ça à Montréal. Et on prolonge la coopération à travers une thèse en partenariat avec eux, toujours autour du sujet de la mobilité électrique, mais cette fois en Île-de-France. Et du coup, je vais vous parler aussi, on a parlé tout à l'heure des AMI. Donc nous, sur le sujet mobilité, on a 2 coopérations. Une avec un bureau d'études récent qui vient de se monter il n'y a pas longtemps, qui s'appelle ROC, qui travaille sur
donc notamment les mobilités urbaines, et où le but, c'est de réfléchir comment on peut mobiliser les traces numériques pour améliorer aussi la qualité de modèle. On l'a vu avec Marjolaine au niveau de la flotte de véhicules. Là, c'est plutôt pour étudier les programmes d'activité des individus. C'est comment on peut vous espionner avec vos smartphones pour savoir est-ce que vous travaillez, est-ce que vous faites vos courses. Voilà, donc on le dit pas trop, mais on le fait quand même. Et du coup, voilà, c'est typiquement, donc on va prendre des traces qui sont juste horodatées et on réfléchit comment on peut les labelliser avec du lieu de domicile, lieu de travail, lieu de loisir. Ça, donc c'est avec Rock qu'on va collaborer là-dessus. Et l'autre, c'est avec un autre bureau d'études start-up qui s'appelle Telae, où là, c'est plutôt, comme je disais, l'IA, ça peut aussi servir à la conception. L'idée, c'est de pouvoir identifier des potentiels de solutions de manière rapide, c'est-à-dire pour voir, on est sur un territoire, à Nantes, à Bordeaux, où est-ce qu'on pense que ça peut être pertinent de déployer des services de car express, des lignes de covoiturage, voire des voies réservées. Ça, si on veut explorer ça avec les modèles complexes, c'est très long. Donc l'IA va nous servir à essayer de réfléchir où est-ce qu'on peut identifier des potentiels et sur quels axes il faut a priori prioriser les études. Donc c'est ce sur quoi va nous accompagner Telae. On voit là le schéma en bas à droite. Du coup, l'idée, c'est que l'IA va servir d'accélération au départ pour identifier quelles sont les zones où il y a les plus forts potentiels pour ce type de solution. Mais après, on va quand même utiliser les modèles complexes pour analyser ces solutions plus finement et vérifier leur pertinence. Et du coup, grâce à l'IA, on va pouvoir déjà présélectionner, pouvoir identifier les meilleurs candidats et les affiner avec toute notre modélisation multi-agent. Voilà, alors pour conclure, IA et modèles traditionnels, complémentarité et substitution, nous, notre idée, c'est bien qu'il y a des deux. Dans certains cas, ça peut se substituer avec tout ce que j'ai évoqué sur préconception de politique, accélération de modèles, tout ça, mais c'est aussi complémentaire. On l'a vu comment l'IA pouvait accompagner l'enrichissement des données d'entrée, la calibration. Alors, si vous avez suivi aussi, je vous ai beaucoup parlé de modèles multi-agents et de MathSim, mais évidemment, c'était prémédité parce que si vous regardez, voilà, si on regarde les voyelles, MathSim, c'est fait AY. Donc, MathSim, la boucle est bouclée. Voilà, et maintenant, merci encore à Vinci pour son soutien et je serai ravi de prendre vos questions avec Guillaume. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation très riche ? Peut-être... Erwan, oui. Alors, Erwan Persson, je suis professeur à AgroParisTech. J'ai une question qui pourrait aussi s'adresser à la première séquence, parce que beaucoup d'utilisations d'IA ont comme objectif d'optimiser un certain nombre de choses, dont les coûts énergétiques ou une réduction de l'empreinte environnementale quand il s'agit des bâtiments ou de fluidifier le trafic. Alors moi, je ne suis pas expert en intelligence artificielle, plutôt très mécaniste dans mes approches. Et j'entends dire que l'IA est très coûteuse énergétiquement. Et du coup, ma question, elle est, j'espère qu'elle va être claire, est-ce qu'on ne transporte pas le coût énergétique ou l'empreinte environnementale pour optimiser l'énergie à mettre dans le bâti pour le chauffer ou mieux fluidifier le trafic ou autre? Donc on est mieux sur l'élément bâti, l'élément transport, etc. Mais par contre, si on compte l'énergie dépensée à réfléchir à l'optimisation, est-ce que finalement, ce n'est pas la même énergie totale des deux? C'est une question de non-expert, mais j'entends dire qu'il vaut mieux faire une recherche Google que ChatGPT. Je pense que tout le monde l'a entendu dans les grands médias. Voilà. Peut-être je commence et puis je te laisserai compléter. Alors, on a regardé un petit peu le sujet. Si on regarde les différents produits, les différentes solutions qu'on a en œuvre chez Cyclope, si vous regardez, par exemple, Patrolcare, on vient créer un usage qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on protège quelqu'un qui jusque-là était sans protection sur l'autoroute. Et donc, c'est compliqué de dire est-ce que ce coût-là est justifié, etc.
ça reste un système qui fonctionne sur un ordi portable dans un fourgon. C'est pas non plus, on n'a pas besoin d'un data center énorme pour faire marcher ce genre de solution. Après, quand on regarde la solution massive qu'on a au péage sur la classification, il y a un ordre de grandeur d'optimisation. C'est-à-dire qu'on est nettement moins coûteux en énergie si on calcule tout, avec l'IA qu'on déporte pour faire la reconnaissance d'image par rapport à tout ce qu'on avait comme processus avant, y compris de salariés qui devaient se déplacer pour aller traiter des cas problématiques. On gagne un ordre de grandeur. Et je vous ai expliqué pendant la séquence, et on est en train de gagner un deuxième ordre de grandeur juste avec l'évolution naturelle des technologies. Donc j'ai relativement peu de doutes qu'on n'est pas en train d'augmenter un impact pour optimiser un sujet financier. Au global, on optimise tout. Merci Erwan pour la question. Alors moi j'ai fait tourner beaucoup de LLM pour faire ma présentation, donc je vais essayer d'être très convaincant pour être sûr qu'elle soit bilan environnemental positif. Mais non, alors donc plus sérieusement, déjà il y a 2 points que je pourrais mentionner. Le premier, c'est que IA, c'est un terme générique qui couvre pas mal de méthodes, et il y en a qui sont beaucoup plus impactantes que d'autres. Notamment, enfin, tu as certaines méthodes de machine learning qui, elles, sont pas si coûteuses que ça en énergie. Et pour répondre plus généralement, en tout cas, on a des... en tout cas, dans la recherche pour agro, du coup, je ne sais pas si vous faites partie de ça, mais je crois que si d'ailleurs, mais on a des méthodes, enfin, on commence à développer une réflexion sur l'évaluation environnementale de la recherche. Du coup, on a une équipe qui s'est déployée au CNRS, dont fait partie l'école des ponts, font peut-être partie d'autres écoles, moi je pourrais moins vous en parler, mais qui travaillent sur les sujets-là, sur à la fois un peu les thématiques sur lesquelles il veut travailler, et penser à réfléchir sur quel est l'impact environnemental justement de nos travaux de recherche, et vérifier que ne pourrait pas y avoir ces problèmes-là. Du coup, c'est des choses qu'on va mettre en œuvre pour pas fournir une réponse là aujourd'hui générale, mais pour réfléchir au fur et à mesure des projets, justement, mieux apprendre sur ces éléments-là et être sûr qu'on ne déplace pas juste les impacts. Puis après, il y a aussi quelques ordres de grandeur. Je me fais le porte-parole des premiers présentants de ce matin de l'équipe du bâtiment. Mais par exemple, sur l'efficacité énergétique des bâtiments, les méthodes qui ont été présentées ce matin, ça fait partie plutôt des méthodes frugales qui sont expliquées par Nicolas. Et les consommations d'énergie dans le bâtiment, c'est 30 à 40% de l'énergie au niveau mondial. Et on dit souvent que ces approches d'optimisation, de thermostat intelligent, ça peut avoir des gains de l'ordre de 20 à 30%. Donc là, on voit qu'il y a un retour sur investissement qui est clair, en tout cas, sur ces approches-là. Je faisais un peu volontairement une question de candide, hein, de moitié faux candide. On avait compris. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions de candide, de moyennement candide ou pas? Ouais. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Mamadou Baldé, je suis enseignant-chercheur au niveau de l'École supérieure polytechnique de Dakar, Sénégal. En fait, c'est une petite question par rapport à l'influence de l'image. Par exemple, tout à l'heure, lors de la première présentation, vous avez dit que vous étiez à 99%. En fait, vous avez vous captez la réalité à 99% si on se trompe. Maintenant, vous avez parlé aussi de briques que vous introduisez au niveau de votre outil. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle est l'influence, par exemple, de la lumière, de la journée, ou bien l'influence du climat et autres. Et aussi, est-ce qu'il y a aussi au niveau des éléments de vidéo, est-ce qu'il y a par exemple des caractéristiques de la caméra qu'il faudra choisir? Merci. Alors, toutes nos solutions, on a des exigences en termes d'éclairement. Donc, ça marche. Toutes les voies de péage sont suffisamment éclairées pour qu'il n'y ait pas de problème de nuit, de jour ou autre. Les tunnels, ils ont le bon goût d'être toujours à une luminosité à peu près constante. Quand on est en extérieur pour faire de la détection automatique, c'est plus compliqué, effectivement. Et donc, il y a des solutions avec des caméras un peu plus technologiques qui permettent d'enrichir la luminosité et de voir la nuit à peu près aussi bien que de jour.
mais c'est moins performant. Donc le 99%, c'est plutôt pour les cas d'usage normalisés avec luminosité constante. Et j'ai oublié la deuxième question, il y avait une autre partie dans la question. C'est les caractéristiques des caméras. Oui, alors justement, les caméras, donc comme je l'expliquais au début de ma présentation, l'idée de base, c'était il faut qu'on n'ait pas d'investissement dans l'infrastructure. Et donc il faut que nos caméras telles qu'elles sont, vieilles technologies analogiques avec des convertisseurs, des technologies modernes numériques, qu'on puisse être capable de tout digérer comme signal, et on a les mêmes niveaux de performance, quelle que soit l'origine du flux de vidéo. C'est encore possible de poser une question, voire même plusieurs si vous le souhaitez. Moi, j'en ai. Déjà, j'ai une remarque et puis une question. La remarque, c'est ce que tu as montré sur Montréal, où on voit ensuite des croix sur la carte, des emplacements potentiels pour des bandes de recharge. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que historiquement, le partenaire chez Vinci de vos travaux au LVMT, c'était Vinci Autoroute. Donc là, vous êtes bien dans la lignée historique tous les deux, ou Vinci Concession. Et là, on voit que quelque part, on définit le lieu potentiel de travaux futurs pour les métiers des constructions des routes Eurovia, qui étaient d'ailleurs présents à Montréal. Et puis également les métiers de Vinci Énergie, qui étaient très à l'écoute de ces questions-là. Donc c'est vraiment, je trouve, un des sujets de l'intelligence artificielle. On l'a vu aussi ce matin avec le bâtiment. Historiquement, l'IA, c'était plutôt sur des métiers de conception. Maintenant, c'est des sujets qui font aussi sens pour des facility managers ou des gens qui vont avoir un impact qui vont répondre à des appels d'offres de travaux. Et donc, en fait, je trouve que cette bascule de recherche, elle permet d'ouvrir de nouveaux environnements. Donc ça, c'est plutôt une observation qu'autre chose. Je ne sais pas si ça amène une réponse. Et par contre, dans la suite de cette observation-là, pour ceux qui veulent réduire leur temps d'écran et pas forcément aller sur YouTube pour voir des anciennes vidéos, sur les bandes de covoiturage, c'est aussi, on est un peu dans la même mouvance. C'est quelque chose qui peut avoir des répercussions et se retrouver comme une commande publique, par exemple, ou un maître d'ouvrage public qui pourrait vouloir réaménager son territoire. Et comment vous en êtes arrivé là? Merci. Alors, sur le premier point, si quand même je veux mentionner qu'effectivement, nous, un des apports qu'on entrevoit et dont on est assez persuadé, c'est que donc, ces modèles de mobilité, que ce soit modèles multi-agents, voire des solutions un peu plus standards, il y a quand même des potentiels importants pour accompagner les politiques de mobilité partout dans le monde. Là, historiquement, ça a été plutôt développé dans des villes développées, mais on l'utilise partout en Amérique du Sud, Afrique, Asie. Et par contre, il y a évidemment des territoires où on manque de données, d'enquêtes, et où l'IA peut vraiment aider à partir de données hétérogènes, multisources, à accompagner le déploiement de ces solutions de manière beaucoup plus facile. Quand par exemple, moi j'ai vu la Banque mondiale qui doit évoluer des projets de LGV au Kazakhstan et qu'on a zéro enquête et très peu de données, mais on peut avoir accès à des données de téléphonie mobile. Donc voilà, on peut réfléchir à comment on peut travailler à partir de ces données-là et profiter de l'IA pour voir ce qui s'est passé sur d'autres territoires comparables et comment on peut le transposer. Ça, c'est le point 1. Sur le point 2, sur le covoiturage, là, je vais revenir aussi sur la présentation précédente parce que je pense qu'on peut tous les deux un peu répondre à cette question-là. Mais ce qui est sûr, c'est... parce que je pense que ce type de solution peut être pertinente pour ça. Donc évidemment, décarboner les transports, c'est très dur. On a du mal. Le covoiturage, c'est une solution assez peu coûteuse à mettre en place et qui a une certaine pertinence. Il y a des limites avec les effets rebonds, mais c'est quand même important d'essayer de travailler là-dessus. Et oui, du coup, mais par contre, on a encore du mal à voir où ça peut bien marcher, où est-ce qu'il faut concentrer les efforts. Il y a évidemment en France, il y a quand même beaucoup de réflexions là-dessus à travers les projets de CERM notamment, où c'est pas juste faire du ferroviaire, mais il y a aussi accompagner avec des cars express, des lignes de covoiturage, des voies réservées. Donc il faut réfléchir à ça. Du coup, oui, on pense
notamment avec l'IA, les données numériques, c'est beaucoup plus facile d'essayer d'identifier où est-ce qu'il y a des zones de convergence, où est-ce qu'il y a des endroits, où est-ce qu'on voit déjà du covoiturage qui est en place, avec notamment justement des méthodes basées sur les caméras pour essayer de compter ça, et où est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de flux, de trafic, donc il y a des lignes de covoiturage, notamment il y a Ecov en France qui déploie ça, il y a Fabien a travaillé avec eux, moi aussi un peu, Virginie aussi d'ailleurs je crois. Voilà, donc c'est important de accompagner, d'essayer d'accélérer ce point-là, et du coup c'est grâce à ce type de solution qu'on peut voir le plus facilement où il y a du potentiel. Et après il y a différents niveaux infrastructurels, on peut réfléchir. Moi j'ai un doctorant, Martin Briand, qui j'espère présentera ici un jour, qui est plus axé sur les autoroutes et les voies réservées. Et le covoiturage, je ne sais pas que même si c'est des axes très importants où il faut réfléchir à déployer ces solutions, on peut avoir des solutions plus soft avec très peu d'infrastructures, comme justement des lignes de covoiturage sur nationale, départementale. Donc il faut mixer ça, et avec l'IA, on peut réfléchir à quelle est la solution pertinente en fonction des territoires. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux... Non. Mais bon, du coup, Cyclope peut nous aider pour faire ça, pour identifier ses potentiels. Et c'est vrai que il faudra que je discute après avec Guillaume pour voir si avec Telae, on pourra travailler tous les trois et pas juste tous les deux. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Et avant de passer la parole à Pierre Enjolras pour le mot de conclusion, d'ailleurs vous avez le droit si vous le souhaitez de regagner vos sièges, je voulais remercier les personnes qui ont permis l'organisation de cette journée, en particulier Maria Beraldi, je pense qu'il mérite également un tour d'applaudissement, qui était aidé par Touria Elgani et par toutes les équipes de Léonard qui nous accueillent toujours à bras ouverts, et ça c'est vraiment sympa. Un grand merci aux intervenants. Pour certains, c'était évident de raconter ce qu'ils faisaient sur ces travaux-là. Pour d'autres, c'était plus un jeu prospectif, mais auquel ils se sont très bien pliés. Merci beaucoup aux participants. Merci à vous d'être venus pour assister à ces différentes présentations. Je regarde au premier rang et je vois les 3 directeurs d'école. Donc je remercie également chaleureusement. Historiquement, on les réunissait parce que ça s'appelait un partenariat avec ParisTech. ParisTech, bon, c'est toujours d'actualité, mais peut-être un peu moins dans l'opérationnel des écoles. Mais donc on est vraiment très intéressés, très heureux de voir qu'on vous réunit aussi grâce maintenant au travail de fond qui est mené dans le Lab Recherche Environnement. Donc merci à tous. Le replay de la journée pour ceux qui veulent réviser les équations sera bientôt disponible sur Internet. Mais en attendant, je vais passer le micro à Pierre Enjolras, qui nous fait l'honneur de venir conclure cet événement. C'est une première. Je te remercie beaucoup, Pierre, pour cette conclusion que je traduis aussi comme une forme de soutien au dispositif. Donc merci beaucoup, merci à tous. Merci Maxime. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis je salue particulièrement les 3 directeurs d'école que tu as cités, Godefroy Beauvalet, Anthony Briand, Laurent Buisson, respectivement École des Mines, École des Ponts et AgroParisTech. Tu as remercié beaucoup de monde, mais je voudrais te remercier toi aussi pour la toujours parfaite organisation de ce type d'événement et puis tout le travail que tu mènes tout au long de l'année et des nombreuses années pour ces partenariats qui veulent dire beaucoup pour Vinci. Je pense qu'on peut applaudir Maxime aussi. Et puis, s'il fallait retenir qu'une chose, c'est, je crois, je n'ai pas pu être là depuis le début de la matinée, mais du peu que j'ai assisté, c'est la profondeur et le foisonnement des idées, des thématiques, des solutions. Je rajouterais aussi la multiplicité des échanges, que ce soit entre les équipes de Vinci et vos écoles, mais aussi avec d'autres partenaires externes, et que ça, c'est quand même très encourageant dans nos métiers, dans nos secteurs. Et puis en ce moment, on a quand même pas mal d'optimisme, donc on peut se le dire.
Alors j'ai prévu de vous parler un petit peu d'IA et de l'importance de l'IA pour Vinci, mais je voudrais commencer par redire un mot sur l'importance de la recherche et de ce partenariat pour Vinci. Alors, chez Vinci, nous restons fidèles à ce que nous sommes depuis longtemps, plus d'un siècle, c'est-à-dire que notre sujet, c'est les infrastructures, et nous le faisons sur 3 grands métiers, les concessions dans le temps long, et puis dans le temps court, les services à l'énergie, et puis la construction. Et nous sommes présents, et c'est important pour nous, sur toute la chaîne de valeur, depuis le financement, la conception, la construction, l'équipement, l'installation, et puis ce qu'on oublie parfois, mais qui est très important, tout ce qui est maintenance, exploitation. Et par infrastructure, on entend tout type d'infrastructure. On pense beaucoup aux infrastructures de mobilité, évidemment les autoroutes, mais chez Vinci, on fait de plus en plus d'aéroports et de moins en moins d'autoroutes. Et puis tout ce qui est infrastructure d'énergie, là aussi, on nous voit seulement comme un constructeur, mais on est de plus en plus un installateur électrique. Les métiers des services à l'énergie pèsent aujourd'hui à peu près la même chose en chiffre d'affaires que les métiers de la construction, du BTP traditionnel. Et même dans les métiers de temps long, nous sommes en train de devenir un acteur de temps long dans la production d'énergie. On produit aujourd'hui 1 gigawatt d'énergie renouvelable et on est dans une trajectoire, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter, mais d'être au moins à 5 gigas, peut-être 10 dans les années qui viennent. Alors tout ça, on le fait avec une culture qui se résume en amont, c'est la culture du temps long. Et ça va bien avec les infrastructures, parce que quand on s'occupe d'une infrastructure, on est dans le temps long. Ça tombe bien parce que tout ça est sous-tendu par de très puissantes tendances de fond de nos sociétés, qui sont des tendances long terme. C'est quoi? C'est la tendance d'urbanisation et de régénération des villes. C'est la tendance de croissance pérenne et soutenue de tout type de mobilité. C'est toutes les tendances de transition environnementale et notamment de transition énergétique qui passent nécessairement par l'électrification. C'est tous les développements des infrastructures digitales qu'il faut traiter avec, dans toutes leurs composantes, y compris il faut les encadrer, mais néanmoins ça se développe énormément. Et puis on peut rajouter une tendance qui prend un peu plus de relief en ce moment avec la régionalisation du monde, c'est les tendances de souveraineté qui font qu'il y a des relocalisations d'infrastructures sur du territorial, et ça tombe bien parce que plutôt que mondial, nous sommes un groupe en fait très multilocal. Le temps long, chez Vinci, il s'exprime aussi par un souci de ce qu'on appelle la performance globale. C'est-à-dire nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de performance économique seule s'il n'y a pas en même temps de performance sociale et de performance environnementale. Et puis le sens du temps long, j'y viens, il s'exprime par le souci qu'on a à peu près partout dans ce groupe assez important, c'est 4200 entreprises, c'est plus de 280 000 salariés, d'être toujours en recherche de transformation et d'innovation. Et c'est dans ces logiques de transformation et d'innovation que se place notre approche de la R&D. C'est dans cette logique de l'innovation et de transformation, c'est pas de la R&D, mais qu'on a installé une plateforme ici, comme Léonard, qui accueille sur tout un tas de sujets d'innovation et de prospective, pas forcément la R&D comme aujourd'hui, mais c'est plus de 200 événements ici par an qui se tiennent, donc ça veut dire plus un par jour ouvré. Bon, il y en a forcément le matin et l'après-midi, mais ça montre qu'on s'est installé comme un lieu auquel, d'ailleurs, certaines des écoles participent activement d'innovation et de transformation. Alors, si j'en reviens à la recherche et développement, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre partenariat de Lab Recherche Environnement. Il a été créé en 2008. On en est à sa 4e phase, une période 2023-2028, c'est-à-dire qu'on aura été engagé sur plus de 20 ans. Quelques chiffres, ça veut dire une centaine de projets, ça veut dire 50 chercheurs dans les écoles, une centaine de salariés du groupe Vinci directement impliqués, bien sûr les 3 écoles associées. Et puis je voudrais souligner ici que ce lab recherche en environnement, c'est un mécénat scientifique, c'est-à-dire que les résultats des recherches, ils sont publics, ils sont partagés, non seulement avec la communauté scientifique, mais aussi avec
l'ensemble des acteurs de la ville et des territoires avec lesquels nous travaillons tous les jours pour faciliter la prise de décision et améliorer les usages. La façon dont nous le voyons, cette logique de partenariat scientifique et de R&D chez Vinci, c'est que d'abord on le voit dans une approche de co-construction. On aime bien la co-construction, on ne construit pas tout seul. Et donc on a une logique de partenariat. On pourrait même dire de partenariat public-privé. Quand on parle partenariat public-privé, on pense un peu trop systématiquement aux concessions ou au côté contractuel. Mais là, on est dans un très bel exemple de partenariat public-privé et on aime bien se définir chez Vinci comme une entreprise privée d'utilité publique. Il ne s'agit pas de dire que l'entreprise va suppléer à la puissance publique, au contraire, parce que pour être partenaire, il faut être deux, donc il faut travailler ensemble. Et cette façon de travailler en partenariat, on a l'habitude de le faire avec nos parties prenantes habituelles, parce que l'on exploite une autoroute, que l'on construise on réalise un chantier ici ou là, on le fait toujours dans un environnement au-delà même de nos clients, mais il y a des riverains, il y a des puissances publiques qui sont partenaires, il y a des partenaires privés, et c'est très important d'avoir, au-delà de nos hard skills d'expertise technique et opérationnelle, ces soft skills d'être toujours en interface constructive, co-constructive avec nos parties prenantes. Peut-être un autre exemple, puisqu'on a parlé de l'IA au-delà du partenariat académique avec les Mines de Paris, l'École des Ponts et AgroParisTech. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais on est en partenariat avec iParis et qui vise à... iParis, c'est une sorte de joint venture entre l'École Polytechnique et HEC qui vise à faire émerger une communauté d'excellence scientifique autour précisément de l'intelligence artificielle. Donc cette logique de partenariat, elle nous ressemble, elle est complètement incarnée dans le lab recherche et environnement. La deuxième caractéristique, c'est que chez Vinci, nous voyons toujours les choses de façon très décentralisée. Nous sommes probablement l'un des grands groupes français et même internationaux, en tout cas dans nos métiers, qui fonctionnent de la façon la plus décentralisée. C'est ce que je vous disais, ça passe par un modèle d'organisation, c'est plus de 4000 entreprises qui sont toutes indépendantes, autonomes, avec à la tête des chefs d'entreprise responsables et qui ont toute la confiance de leur hiérarchie. Ça passe évidemment par de la loyauté et de la transparence. Et on est persuadé que c'est le bon modèle parce que c'est ce qui favorise l'initiative individuelle, c'est ce qui favorise l'agilité, la réactivité, c'est ce qui facilite la proximité avec les territoires et puis c'est ce qui facilite, si on vient à l'innovation, la transformation et pourquoi pas pour certaines de ces entreprises, la recherche et développement, la créativité. Et cette créativité, plutôt que de la voir de façon, et cette R&D, plutôt que de la voir de façon centrale, on préfère de la voir de façon horizontale et en transversalité. C'est du travail en réseau. Ça veut dire que chez Vinci, il n'y a pas de structure centrale de R&D. Il y a des plateformes qui catalysent la R&D, typiquement ce que fait Maxime, éventuellement ce que fait un petit peu Léonard, mais il est hors de question, parce que c'est anticulturel, d'autres peuvent le faire, c'est efficace, mais ce n'est pas dans notre culture. Et en revanche, ça fonctionne en horizontalité, en transversalité avec les différentes entités. Soit en interne, je vais prendre un exemple, le béton bas carbone, c'est les différentes entités de Vinci Construction, que ce soit dans le bâtiment, dans le génie civil, dans les canalisations, dans les tunnels, qui vont travailler ensemble. De la même façon, sur toutes les techniques de funnel, elles se mettent ensemble et on favorise cette transversalité. Un autre exemple de transversalité, mais qui est là avec l'externe, un autre exemple avec des partenariats académiques, chez Vinci Airport, a développé un partenariat avec l'EM Lyon et Centrale Lyon sur la décarbonation des aéroports, en s'appuyant bien sûr sur Aéroport de Lyon, qui est une entreprise de Vinci Airport. Donc de la co-construction du partenariat, de la décentralisation, et puis ce qui nous ressemble aussi beaucoup, c'est une approche concrète. C'est-à-dire que la recherche, on la voit comme appliquée. Et la recherche que l'on voit, elle doit être appliquée à nos cœurs de métier. J'ai dit qu'il n'y avait pas de centre de recherche centralisé. Le plus bel exemple de centre de recherche qu'on ait, c'est celui de Mérignac sur les techniques de la route, mais il est logé au sein des entités de travaux routiers et des métiers de la route de Vinci Construction.
Et nos travaux, il est important qu'ils aient toujours des applications concrètes et opérationnelles à moyen et long terme, et que les travaux que vous menez dans les labos de recherche aient toujours un lien, peut-être ténu, mais qui est toujours un lien avec une personne de Vinci par rapport à son activité opérationnelle. On peut prendre quelques exemples et qui résonnent assez bien avec des sujets qui sont importants pour nous. Les travaux sur la nature en ville, ils résonnent évidemment avec les réflexions de Vinci Construction sur tout ce qui est le développement de l'offre qu'on appelle Révilo, c'est-à-dire tout le traitement des îlots de chaleur urbains, et qui viennent donner une dimension assez radicalement différente à l'image qu'on a habituellement de ce qu'on appelle à tort les travaux routiers, parce que c'est surtout des travaux d'aménagement urbain. Vous avez parlé des travaux des mines sur l'efficacité énergétique des bâtiments, et là, c'est des travaux qui accompagnent très directement des entreprises de Vinci Énergie et de Vinci Construction. Maxime m'a dit de parler de l'outil Pléiade. Voilà. Alors, je ne le connais pas, mais il est utilisé par plus de 4000 bureaux d'études et cabinets d'architectes, soit internes à Vinci, soit externes à Vinci, donc on est clairement dans le concret. Et puis sur tout ce qui est circularité, là aussi, c'est des choses qui résonnent bien chez nous, que ce soit en matière de recyclage des granulats sur les métiers de la route, ou tout ce qui est le développement très récent mais assez prometteur du réemploi des gaines de ventilation ou autres équipements, parce qu'on fait de plus en plus de réhabilitation et de curage de bâtiments et de moins de construction neuve. Donc voilà, pour nous, ces partenariats importants parce que 1, c'est de la co-construction, 2, ça doit se vivre de façon décentralisée, et 3, c'est du concret. Si j'en viens à l'IA, je vois Bruno Donnet là-haut, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est du concret, c'est du décentralisé et c'est en partenariat. L'IA chez Vinci, que ce soit dans les sujets de recherche, et on est forcément toujours à la limite entre la recherche et développement ou l'innovation et la transformation, c'est pas bien grave, et ça se fait pas en centrale. Donc contrairement à d'autres grands groupes, on n'a pas décidé chez Vinci de dire on va recruter des gens très brillants, ça on le fait quand même, si, mais des gens très brillants qui vont réfléchir aux applications de l'IA dans nos différents métiers. On l'a fait à l'envers. On part des cas d'usage et on part de chacune de nos 4200 entreprises. Et en revanche, on leur dit, il y a une plateforme, en l'occurrence ici, hébergée chez Léonard, sous le pilotage de Bruno, avec je ne sais pas combien de personnes maintenant, mais c'est quelques dizaines, c'est ça Bruno? Ouais, voilà. Qui eux sont spécialistes, mais qui vont venir en appui du cas d'usage proposé par une entreprise. Et on va les aider, donc ça fonctionne. C'est du concret parce qu'on part de l'opérationnel, c'est décentralisé parce que ça part de nos entreprises, et la seule chose qui est centralisée un petit peu, et encore c'est pas exclusif, et on est en train de réfléchir à le démultiplier parce qu'il commence à y en avoir beaucoup. Aujourd'hui, depuis 2020, ça a commencé, il faut enlever les périodes Covid, donc ça fait moins de 5 ans. On a quand même 100 projets d'IA qui sont opérationnels dans les entreprises. Ça veut dire qu'en amont, il y en avait beaucoup plus. Mais c'est de la régénération bottom-up, c'est du concret, c'est décentralisé. Alors je peux vous en citer quelques-uns. C'est de la maintenance prédictive de l'éolien offshore, c'est de la maintenance prédictive de la ligne en grande vitesse SEA, où toute la maintenance des rails est faite avec de l'IA. C'est du pilotage énergétique des bâtiments avec Nodewise chez Vinci Énergie, ou bien c'est des trucs très concrets comme l'optimisation du ferraillage du béton armé chez Vinci Construction. Et puis, évidemment, ça irrigue, parce que là, le continuum est un peu plus facile, nos sujets de recherche et développement avec vous. Donc, c'est les sujets que vous avez évoqués ce matin, dans le pilotage des consommations d'énergie, dans les meilleurs bouquets de travaux de rénovation énergétique. Dans les sujets que je connais un peu mieux historiquement, c'est la gestion des risques existants avec Caledonia, développé par Sixsense pour anticiper tout ce qu'il va y avoir à faire en matière d'adaptation des infrastructures. Et puis, évidemment, avec l'exemple de Cyclope, pour tout ce qui est... qui, au-delà du péage, va permettre d'être encore meilleur en matière de covoiturage et de développement de la mobilité électrique.
Peut-être pour prendre tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas de l'IA pour l'IA, que quand on fait de l'IA, c'est pour nous, pour nos usages, et on le fait d'autant mieux qu'on le fait en partenariat avec d'autres. Et je mettrais en prolongement de ça que nous travaillons aussi beaucoup pour l'IA, ou plus exactement le monde de l'IA, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure digitale, qui, comme je vous l'ai dit au début, est un champ de développement de nos métiers sans équivalent. Et sur les infrastructures digitales, on accompagne nos clients pour leur proposer des solutions innovantes, si possible aussi économes en énergie que possible, mais que ce soit de l'installation des infrastructures, que ce soit des réseaux de fibre optique, des réseaux mobiles, des serveurs, des data centers, jusqu'à la gestion des données. Il y a un très large spectre qui va de la construction, de l'installation. Quand je dis installation, c'est pas seulement les parties de process télécom, mais tout ce qui est puissance électrique, tout ce qui est clim, tout ce qui est sécurité incendie autour de ces sujets-là, et puis tout ce qui est maintenant ces services, que ce soit des services en matière de réseau d'entreprise, de gestion du poste de travail par les entreprises, de cybersécurité et d'applications dédiées. Et avec ça, on couvre l'ensemble du cycle de la donnée, que ce soit sa collecte, sa transmission, son stockage et même son traitement. On est devenu un acteur de référence et aujourd'hui, tous ces métiers au service de l'IA au sens infrastructure digitale, ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires du groupe Vinci. Au-delà de tout ça, je pense que ce qu'il faut retenir, c'était ma réaction à chaud en introduction, c'est-à-dire qu'on est sur des sujets qui foisonnent. J'en veux pour preuve la richesse et la diversité de toutes les interventions, en tout cas celles auxquelles j'ai pu brièvement assister, mais j'imagine que c'était la même chose tout à l'heure. Qu'il y a également une puissance énorme de choses à faire ensemble à travers tous les liens qui peuvent se tisser, non seulement dans une journée comme aujourd'hui, mais par toutes les relations que ce partenariat peut établir tout au long de l'année. Je peux vous dire que c'est très enrichissant, en tout cas pour Vinci et pour les salariés de Vinci qui sont très directement concernés. Et ce n'est pas seulement Maxime auquel je pense, c'est comme je vous dis, tous les gens des entreprises qui participent directement à ces sujets-là. Et puis, je voudrais vous envoyer au-delà de ça un message qui est que, en fait, le principal capital de Vinci, ce n'est pas du capital financier, c'est son capital humain. Nous sommes, comme on dit en bon français, une people compagnie. C'est-à-dire que ça tourne grâce aux femmes et aux hommes de cette entreprise, il y en a plus de 280 000, et c'est ça notre vraie richesse et notre principal actif. Et donc pour ça, on recrute beaucoup, on doit recruter à peu près un peu moins comme il y a beaucoup de turnover, notamment sur les chantiers, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de salariés par an. Alors, vu de loin, on est vu comme une boîte d'ingénieurs. C'est vrai. Mais pas que. Il n'y a pas de raison qu'on ne recrute pas un peu plus large. Vous me voyez venir. Je pense, avec Maxime et avec pas mal de gens chez Vinci, qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas plus de doctorants, plus de thésards qui nous rejoignent. Alors ça se fait un peu de façon, on pense que c'est assez naturel pour rejoindre les quelques, on n'en a pas énormément, comme je vous l'ai dit, centres de recherche et développement, là ça se passe bien, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas non plus. On en avait parlé, je ne me souviens plus de votre nom, mais on avait fait une belle table ronde sur le sujet, dans nos métiers très opérationnels, très concrets. Et parce qu'on peut se former par la recherche à la recherche, mais on peut aussi se former par la recherche à autre chose. Il y a des tas d'entreprises qui le font. Je pense qu'on ne le fait pas assez. En fait, quand on regarde, il y en a quand même un certain nombre, au-delà de Maxime, qui lui-même est docteur, Bruno Donnet aussi, mais dans les opérationnels, vous avez le patron des terrassements de Vinci. C'est quand même pas le métier auquel on pense qui est le plus intellectuel ou le plus complexe et académique. Eh bien, il est docteur.
Le patron de Vinci Énergie sur l'Europe centrale, c'est-à-dire toute l'Allemagne, c'est une des plus grosses zones de Vinci Énergie, c'est le deuxième pays de Vinci Énergie après la France, il est docteur. Donc des docteurs, on en a qui ne font pas que de la recherche. Et donc, si vous avez envie de vous former par la recherche pour faire autre chose, si vous êtes curieux, ambitieux, créatif, généreux, autant que des ingénieurs, autant que d'autres formations, vous serez bien chez nous et il faut juste qu'on se convainque chez nous que c'est possible et que vous en ayez envie. Donc, à votre bon cœur et au-delà de ce partenariat, si ça peut aussi créer des liens dans ce sens-là, je pense qu'on aura gagné les uns et les autres et que la People Company de Vinci sera encore plus people et encore plus diversifiée. Voilà, c'est fait. Je vous remercie. Merci pour votre participation à cette matinée et très bonne journée, très bonne continuation.